L'économie est l'étude de l'utilisation de ressources rares qui ont des utilisations alternatives et de la manière de répartir ces ressources pour maximiser la production. Il n'a jamais été possible de satisfaire complètement tout le monde, des compromis doivent être faits au niveau individuel et sociétal. La question centrale de l'économie est donc de savoir comment allouer ces ressources rares pour produire le meilleur résultat. L'économie ne vise pas à porter des jugements moraux sur quels choix sont moralement meilleurs que d'autres, tout comme les mathématiques n'expliquent pas l'amour. 1. Les prix allouent les ressources. Comment les ressources rares sont-elles réparties dans une économie? La manière directe est qu'une autorité centrale décide quoi faire. Dans une économie féodale, le seigneur dit aux gens ce qu'ils doivent cultiver et comment le vendre. L'Union soviétique fonctionnait de manière similaire, avec le gouvernement déterminant la quantité d'acier à produire en Bulgarie et la quantité de blé à cultiver en Ukraine. Le problème de cette méthode est que les économies sont si complexes, avec des millions de produits et services, qu'il est incroyablement difficile de répartir de manière optimale les ressources sur des millions d'articles. Des incitations contre-productives se manifestent également dans ces systèmes centralisés, comme nous le verrons plus tard. Au lieu d'une autorité centrale, les économies de marché utilisent les prix pour allouer les ressources rares. Les prix permettent aux individus de surenchérir pour des biens qui ont plus de valeur pour eux. Les prix relient les participants du marché dans un réseau complexe sans coordinateur central. Les prix permettent aux producteurs et aux consommateurs de ne pas se soucier de la raison pour laquelle les choses deviennent moins chères ou plus chères, ils peuvent simplement prendre des décisions en se basant uniquement sur les prix. Les prix fournissent des incitations financières, profits et pertes, pour influencer le comportement dans l'utilisation des ressources. Les pertes obligent les producteurs à cesser de produire ce que les consommateurs ne veulent pas, transférant ainsi des ressources d'activités gaspilleuses à des activités plus productives. Les profits sont le coût pour la société de l'efficacité. Si les profits étaient contre-productifs, on verrait des organisations à but non lucratif prendre le contrôle des industries à but lucratif, où le socialisme offrirait des niveaux de vie plus élevés que le capitalisme, mais en réalité, c'est l'inverse qui se produit le plus souvent. Lorsque les prix sont artificiellement modifiés par rapport à leur prix naturel sur le marché, des inefficacités se produisent, entraînant des distorsions du marché. Le contrôle des loyers provoque des prix artificiellement bas, entraînant une offre insuffisante et une surconsommation de logements. Les lois sur le salaire minimum entraînent des prix artificiellement élevés, réduisant l'emploi et augmentant la discrimination, car elles uniformisent une gamme de travailleurs en un seul prix. 2. Les entreprises. On parle beaucoup des profits excessifs réalisés par les entreprises. Ils semblent être des frais arbitraires et inutiles, ajoutés au coût uniquement pour bénéficier aux propriétaires. Mais cela ignore les risques inhérents à la création d'entreprises. La moitié de toutes les nouvelles entreprises échouent en 4 ans, et la plupart des anciennes grandes entreprises, comme Kodak, finissent par faire faillite car elles ne parviennent pas à s'adapter aux changements de circonstances. Les profits fournissent des incitations aux entreprises pour produire des biens que les consommateurs désirent le plus au coût le plus bas. Sans ces incitations, les entreprises seraient moins efficaces, produisant des biens de moindre qualité et se souciant moins du coût, comme cela se produisait en Union soviétique. De plus, il y a des limites naturelles aux profits qui peuvent être réalisés, des profits élevés dans un secteur encouragent la concurrence, ce qui réduit les profits et augmente la qualité. Sans cette concurrence pour les profits, les entreprises auraient moins d'incitation à s'adapter aux conditions changeantes pour maximiser la valeur pour les consommateurs. Le profit des entreprises est le prix que la société paie pour l'efficacité. 3. Travail et salaire. Le travail, le temps, l'énergie, les connaissances et les compétences des personnes, est une ressource rare. Le paiement du travail fournit des incitations aux personnes pour travailler et impose des contraintes aux employeurs. Tout comme pour toute autre ressource, la fixation des prix du travail alloue des ressources rares qui ont des utilisations alternatives. Payer les ingénieurs avec des salaires plus élevés que les artistes oriente le temps des personnes vers l'ingénierie, où leur contribution à la société peut être plus importante. Qu'est-ce qui détermine le salaire d'une personne? Du côté de la demande, la productivité que la personne peut apporter à l'employeur représente la limite supérieure. Un travailleur qui a ajouté $100 000 à une entreprise mais qui demande un salaire de $150 000 ne serait pas embauché. Cela serait non rentable pour l'entreprise. Du côté de l'offre, le salaire que d'autres personnes ayant une production similaire sont prêtes à accepter représente la limite inférieure.
Ce même travailleur ne pourrait pas obtenir un salaire de 80 000 $ s'il y a d'autres travailleurs comparables prêts à travailler pour 60 000 $. Prise artificielle sur les marchés du travail. Le travail humain est une ressource comme une autre, et les marchés fixent les prix des ressources de manière efficace sans besoin de contrôle central. Cependant, il existe des changements artificiels dans les prix du travail sous forme de planchers artificiels. Les lois sur le salaire minimum, les avantages sociaux obligatoires, la sécurité de l'emploi, les conditions de travail, la négociation collective et les licences professionnelles ont tous le même effet, ils augmentent artificiellement le prix du travail au-dessus de ce qu'il serait dans une concurrence libre. Cela entraîne un surplus d'offres et une demande réduite de travail. En raison du surplus d'offres de travail, les acheteurs, employeurs, peuvent être plus sélectifs quant à qui ils embauchent. Cela désavantage généralement les travailleurs plus jeunes, moins qualifiés et les minorités, qui voient ainsi retarder l'acquisition de compétences professionnelles et d'expérience, ce qui nuit à leurs revenus tout au long de leur vie. Si les lois sur le salaire minimum n'existaient pas aux États-Unis, davantage de personnes seraient employées, avec la personne médiane gagnant des salaires plus bas qu'avec les lois sur le salaire minimum. Cela répartirait l'emploi de manière plus équitable. Et les travailleurs garderaient toujours leur libre choix. S'ils étaient clairement mieux lotis en ne travaillant pas pour un employeur à un salaire plus bas, ils choisiraient de ne pas travailler. En revanche, les salaires minimums ont tendance à rendre les travailleurs à bas salaire moins bien lotis en réduisant leurs options déjà limitées. 4. Monnaie et banque. L'argent facilite la production et la distribution de richesses. Le troc de biens et de services est malaisé. Si vous fabriquez une chaise, vous ne voudrez peut-être pas recevoir suffisamment de pommes pour la valeur d'une chaise, et les pommes ne conserveront pas leur valeur longtemps. Si vous acceptez des pommes, vous devrez peut-être ensuite passer du temps à trouver quelqu'un d'autre qui acceptera de les échanger contre autre chose dont vous avez besoin. Vous pourriez également produire moins de chaises, sachant qu'il est difficile d'être payé pour vos chaises. L'argent permet d'échanger des chaises et des pommes contre une chose intermédiaire, qui peut être subdivisée en très petites unités. Lorsque les gens s'accordent sur ce qui sera utilisé comme intermédiaire d'échange, cela devient de l'argent. Pour un individu, l'argent est équivalent à la richesse uniquement parce qu'il peut être échangé contre des biens et services réels. La banque. À quoi servent les banques ? Tout d'abord, elles protègent l'argent, ce qui leur permet d'avoir des économies d'échelle par rapport aux entreprises individuelles. Plus important encore, les banques fournissent de l'argent et des lignes de crédit aux entreprises pour les aider à faire face aux baisses de revenus imprévisibles et leur permettre de réaliser de grands investissements. Les banques bénéficient également d'économies d'échelle et de mutualisation des risques, ce qui permet de réduire les coûts de prêt en dessous de ceux de leurs clients. En retour, les entreprises qui empruntent peuvent opérer à plus grande échelle, ce qui réduit les coûts et améliore le niveau de vie de la société. Fonction gouvernementale. Les transactions sur le marché se déroulent dans un cadre de règles, et ces règles doivent être appliquées pour permettre l'émergence d'économies efficaces. Les gouvernements ont pour fonction d'appliquer des règles, telles que les droits de propriété, qui permettent la réalisation des transactions sur le marché. Ils agissent également comme des gardiens contre les externalités négatives des transactions, comme la pollution de l'air par une centrale au charbon. 5. La dette publique. La dette nationale a tendance à augmenter avec l'inflation, la croissance démographique et la croissance du revenu national. La dette doit être considérée non pas comme un chiffre absolu, mais plutôt comme un pourcentage du PIB. Dans certains cas, une dette nationale élevée est secondaire par rapport à d'autres préoccupations, comme la lutte contre la Seconde Guerre mondiale. Cependant, une dette nationale élevée en temps de paix est préoccupante, car il n'y a pas de réduction des dépenses en vue, comme c'est le cas à la fin d'une guerre. En général, pour financer les dépenses courantes comme le personnel militaire et civil, les gouvernements utilisent les recettes fiscales, permettant aux bénéficiaires de payer. Pour les projets d'investissement tels que les autoroutes et les écoles, les gouvernements émettent des obligations, contractent des dettes et repoussent essentiellement le coût sur les générations futures qui bénéficieront de l'investissement. Lorsque ces objectifs sont confondus, lorsque le gouvernement s'endette pour financer les dépenses courantes, cela revient à ce qu'un individu emprunte plus que ses revenus actuels pour payer ses repas de cette année. Même si cela est politiquement favorable car cela évite d'augmenter les impôts, les générations futures paieront le prix. 6. Les incitations des politiciens. Les politiciens ont des incitations différentes de celles de leurs électeurs.
Leur principale incitation est d'être réélus, ils ont donc tendance à promulguer des politiques à court terme qui ont des effets négatifs à long terme. Ils subventionnent des petits groupes d'électeurs bruyants au détriment de l'ensemble des contribuables. Ils ont également des incitations à dépenser l'argent des contribuables qui n'est pas le leur. Contrastant avec les élections politiques, dans le marché, les décisions peuvent être prises instantanément pour des biens et services individuels qui sont entièrement finis. En revanche, en politique, les candidats ne sont choisis qu'une fois tous les quelques années, viennent comme un tout package, toutes leurs positions doivent être acceptées ou rejetées dans leur ensemble, ne peuvent communiquer que des promesses, pas des réalisations concrètes, et constituent donc de la spéculation. Lors de l'élaboration des politiques économiques, il est important de comprendre les compromis inhérents, les conséquences et les incitations des politiques, plutôt que leur intention. Des politiques qui semblent bonnes peuvent avoir des effets secondaires et tertiaires terribles. 7. Le commerce international. Le commerce international n'est pas un jeu à somme nulle, où un pays est un gagnant et un autre est un perdant. Les deux parties doivent en tirer profit, sinon il n'y aurait aucun sens à commercer. Il n'y a pas de nombre fixe d'emplois pour les pays à se partager, lorsque les pays deviennent plus prospères, ils ont tendance à créer plus d'emplois. Le commerce peut être bénéfique en raison d'avantages absolus ou d'avantages comparatifs. Les vastes différences de richesse entre les personnes vivant dans différents pays peuvent être émotionnellement troublantes. Cependant, Thomas Sowell fait valoir que compte tenu des différences considérables dans les facteurs sous-jacents aux économies, géographie, ressources naturelles, culture, ainsi que de l'interaction de ces facteurs au fil des millénaires, il est impossible d'attendre une égalité économique à travers le monde. En résumé, l'économie étudie l'allocation des ressources rares ayant des utilisations alternatives pour maximiser la production. Les prix jouent un rôle crucial dans cette allocation, permettant aux individus de prendre des décisions informées en fonction de leurs préférences et des conditions du marché. Les entreprises et les profits sont essentiels pour stimuler l'efficacité et l'innovation économique. Le travail et les salaires sont déterminés par l'offre et la demande sur le marché du travail. Les politiques gouvernementales, lorsqu'elles sont bien conçues, peuvent favoriser une économie efficace, mais elles peuvent aussi être source d'inefficacité si elles sont mal adaptées. Le commerce international offre la possibilité à différents pays de tirer profit de leurs avantages comparatifs et de créer des relations mutuellement bénéfiques. Il est important de garder à l'esprit que l'économie est une discipline complexe et qu'il existe différentes écoles de pensée et théories économiques qui peuvent aborder ces sujets sous différents angles.